Alors, d'abord, j'adresse un cordial salut aux camarades qui participent à cette université d'été. Peut-être vous me permettrez de prendre 2 minutes pour parler de ma trajectoire politique et préciser mon attitude actuelle à l'égard du Parti communiste. J'ai été membre du Parti communiste durant 60 ans. J'ai adhéré en 1950, au plus fort de la guerre froide. J'ai été 33 ans membre de son comité central. J'ai beaucoup reçu, je crois pouvoir dire que j'ai beaucoup donné aussi. Dans la deuxième partie des années 70, je suis venu à la conviction d'insuffisance profonde dans notre façon de penser la perspective historique et en conséquence de définir une stratégie, une pratique politique et un mode d'organisation. J'ai exprimé ce qui me paraissait une exigence en inventant le mot de refondation. J'ai plaidé pour une refondation communiste. J'ai avancé pour la première fois cette idée lors d'une session assez connue du comité central qui a eu lieu en juin 1984, après un résultat électoral passablement désastreux du parti. Je dois dire que ça ne s'est pas bien passé. Non pas ce cessez lui-même, mais dans la suite. La direction a cru pouvoir identifier en moi un ennemi. J'ai connu des moments assez durs dans les années 80 et 90. Je pense que la suite des événements a montré que ces imputations étaient sans fondement. Je suis toujours plus que jamais communiste, mais toujours plus que jamais convaincu de la nécessité d'une refondation communiste, au sens fort du mot refondation. J'ai vu bien des changements se produire, mais pas ce que j'appelle une refondation s'opérer. Et c'est pourquoi, à la fin des fins, en 2010, sans joie, vous pouvez le penser, j'ai quitté le parti, en tentant de dire par là, si on ne procède pas aux repensées et aux transformations fondamentales qui sont nécessaires, je pense qu'on ne remontera pas la pente. À un moment où une force communiste, au sens le plus fort du mot force, est une nécessité criante. Je n'ai pas la sotte prétention d'avoir la science infuse. Il faut être très bête pour croire qu'on est intelligent tout seul. Mais je reste convaincu qu'une transformation vraiment profonde de la façon de penser la perspective historique et d'en tirer les conclusions communistes reste absolument une urgence à l'ordre du jour. Et c'est pourquoi j'ai accepté avec une vraie gratitude l'offre de prendre la parole dans votre université d'été. Allant vers 87 ans, je dois dire qu'un déplacement m'a paru une éventualité un peu lourde, d'où cette solution de l'entretien filmé. Mais vous comprendrez que c'est en toute fraternité que je souhaite à votre université d'été d'être communistement productive. Pour commencer, pourrais-tu nous dire ce que signifient, pour Marx et pour nous aujourd'hui, ces 3 concepts fondamentaux du marxisme: aliénation, émancipation, communisme? Alors, définir, c'est toujours difficile, parce que les choses ne se passent jamais comme dans un dictionnaire. Mais essayons d'y aller quand même. Aliénation. Sens économique élémentaire, céder un bien. J'aliène un bien. Je m'en dessaisis, je m'en dépossède. Ce sens est repris dans une acception philosophique compliquée par Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. C'est un moment capital dans l'élaboration de l'idée moderne d'aliénation. Pour le dire en 2 mots, c'est bien compliqué, j'espère que ça sera clair. À suivre Hegel, l'homme sort de lui-même. Par exemple, en parlant. Il s'aliène dans le langage. Il sort de lui-même en travaillant. Il s'aliène dans le travail. C'est-à-dire qu'il ne s'y possède plus. En fait, c'est le langage qui pense en lui, c'est le travail qui vit en lui. Mais moyennant cette aliénation, il fait retour à lui-même comme être parlant, comme être laborieux, et qui par là s'est enrichi, s'est développé. Donc l'aliénation est un processus positif pour Hegel. Retournement de situation dans la critique matérialiste que fait Feuerbach de Hegel. Sous l'aliénation, Feuerbach y voit l'aliénation religieuse. En fait, Hegel noie le poisson, mais à le suivre, le croyant s'aliène en Dieu. C'est-à-dire qu'il place en Dieu, mythiquement, toutes les richesses de l'être humain. C'est pas moi qui suis riche, c'est Dieu. C'est pas moi qui suis intelligent, c'est l'Esprit divin. L'aliénation est un dessaisissement au sens d'une dépossession,
au sens d'un appauvrissement. Donc ici, changement à vue, l'aliénation devient un processus éminemment négatif. Et c'est de cette critique feuerbachienne de l'aliénation que le jeune Marx se saisit, et de la critique de l'aliénation religieuse, il passe à la critique de l'aliénation économique, l'aliénation du travail. Manuscrit de 1944, on va y revenir. Ensuite, émancipation. C'est un concept juridique qui veut dire littéralement lever d'une mainmise. Un maître d'esclave émancipe son esclave, c'est-à-dire qu'il lui accorde l'autonomie. Voilà. L'esclave devient indépendant. Mais cette autonomie concerne un individu, le rapport d'esclavagisme demeure. Donc le mouvement révolutionnaire s'est emparé du concept d'émancipation pour lui donner une toute autre portée. Non pas simplement la levée de mainmise sur un individu, mais le dépassement, la suppression d'un rapport social, politique, sociétal qui crée cette domination, qui crée cette mainmise. Ici, émancipation devient en fait synonyme de révolution. Toute la question, c'est sur quoi doit porter l'émancipation révolutionnaire. Et puis, enfin, définir le mot communisme. Alors, grosse affaire. Communisme et socialisme, parce que c'est un couple infernal sans lequel on ne peut penser vraiment ni l'un ni l'autre. Et c'est horriblement compliqué. En réalité, il faudrait 1 heure pour essayer de démêler ces rapports théoriques et historiques embrouillés entre communisme et socialisme. Disons d'une manière extrêmement simplificatrice. Le capitalisme, semble-t-il et à première vue, mais ce n'est pas une vue bien contestable, c'est l'appropriation privée des moyens de production et d'échange. D'où tous les malheurs qui sont les nôtres. Et donc sortir du capitalisme, c'est sortir de l'appropriation privée des moyens de production et d'échange. C'est les socialiser, socialisme, c'est se les approprier en commun, communisme. Et donc, d'un premier côté, socialisme et communisme apparaissent comme des synonymes. Et d'une certaine manière, ils ont fonctionné, plus ou moins, toujours en s'interpénétrant, comme des termes synonymes, ou en tout cas, au moins étroitement connexes. Mais tout de même, très tôt, s'est développée surtout une opposition entre les deux. Dès les révolutions de 1848, et dans les années qui ont précédé, on voit bien qu'il y a là 2 courants de pensée, 2 orientations politiques très différentes. Le socialisme, déjà avant 1848, c'est un projet d'émancipation incomplète, d'émancipation qui ne va pas jusqu'au bout, et notamment qui fait intervenir le pouvoir d'État comme moyen de dépasser la gestion capitaliste. C'est un moyen qui est solidaire d'une voie démocratique, d'où aussi l'appellation de social-démocratie, qui est devenue l'appellation officielle du premier grand mouvement socialiste, c'est-à-dire le mouvement ouvrier allemand de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et par opposition, par critique radicale du caractère absolument insuffisant de l'émancipation socialiste, de ses illusions étatistes, de ses illusions démocratiques, se développe la critique communiste. Le communisme, c'est l'idée alors d'une émancipation radicale, d'une émancipation qui va jusqu'au bout dans l'appropriation en commun par les producteurs directs eux-mêmes. Et cela non pas par une voie démocratique, mais par une voie nécessairement révolutionnaire, et qui même implique le dépérissement de l'État. Donc, face aux insuffisances du socialisme ou de la social-démocratie, nous avons, c'est le manifeste communiste de Marx et d'Engels, la vision communiste des choses, mais à laquelle, réciproquement, a été d'emblée fait toute une série d'objections, et notamment, que c'est utopique, qu'on n'arrivera jamais à une telle émancipation dite radicale, et que de plus, la voie révolutionnaire est une voie extrêmement dangereuse, parce qu'elle met en cause la démocratie, donc la liberté politique, donc une dimension essentielle de l'émancipation. Donc tout au long du XIXe et du XXe siècle, s'est poursuivi un débat théorique, historique, politique, sur tous les plans, extrêmement vif, entre le socialisme accusé, non à tort, de ne pas aller au bout de l'émancipation, et contre le communisme accusé, non à tort, de ne pas produire non plus l'émancipation radicale de tous les individus qu'il avait à son programme. Le XXe siècle a été traversé par cette opposition, encore plus compliquée que je ne l'ai dit, parce que les communistes ont dû convenir que réaliser le communisme à proprement parler n'était pas facile. En réalité, l'Union soviétique, issue de la révolution de 1917, s'est intitulée elle-même que Union des républiques socialistes soviétiques. Donc les communistes se sont trouvés porteurs du socialisme, mais dans un sens pris, cette fois, dans une acception positive. Et
se réclamant uniquement du socialisme, ils ont renvoyé le communisme en fait à l'idéal. Donc à la limite à l'utopie. Vous voyez comme tout ça s'imbrique l'un dans l'autre d'une manière extrêmement complexe. Et cette complexité, elle existe toujours. Mais elle a encore bougé. En ce sens que du côté du socialisme, ou plutôt de la social-démocratie, on en est maintenant à la phase de l'abandon pratiquement explicite de l'objectif socialiste lui-même. C'est ce que nous vivons avec l'actuelle évolution du Parti socialiste en France, par exemple. Et donc, il y a eu des tendances, et du côté communiste, il y a eu des tendances très fortes à abandonner le mot communisme, considéré comme irrémédiablement défraîchi par l'histoire, irrémédiablement solidaire de choses indéfendables. C'est ce qu'on a vu se redévelopper dans la dernière période, par exemple en Amérique latine, une revendication socialiste. Dans le Venezuela de Chavez, par exemple, vous voyez. Socialisme a repris une certaine couleur de ce point de vue. Mais en même temps, avec le maintien, sans cesse ravivé par ce que nous vivons sur le plan de la politique européenne, le maintien d'une méfiance très légitime, me semble-t-il, à l'égard de l'analyse socialiste. Et donc, un courant existe, s'est redéveloppé, dans lequel je m'inscris expressément et activement, qui en revient au contraire à l'idée de communisme, à la visée communiste, mais avec la conviction qu'alors, une repensée fondamentale du communisme est aujourd'hui à l'ordre du jour. Pourrais-tu esquisser pour nous l'histoire de cette réflexion marxiste sur l'aliénation? Comment tu t'es positionné par rapport à elle? Et surtout, pourquoi elle est d'une si vive actualité aujourd'hui? C'est effectivement une longue et étrange histoire que l'histoire de l'aliénation dans le marxisme. Étrange et significative. À la fin du XIXe siècle, le thème de l'aliénation dans le marxisme est complètement ignoré. Complètement ignoré. Il est ignoré par tout le monde, d'ailleurs, d'une manière générale. Et dans la version stalinienne du marxisme, le mot ne figure pas. Et ça se comprend parce que ce qui a été historiquement les deux sources, disons, dans le marxisme, du thème de l'aliénation, sont encore absentes. Il y a la source hegelienne, mais avant les années 30, en tout cas en France, on ne s'occupe pas de Hegel, pratiquement pas. Et puis c'est les œuvres du jeune Marx, mais elles ne sont pas publiées, elles ne sont pas accessibles avant les années 20, en tout cas, disons. C'est dans les années 1920-1930 que précisément le travail sur Hegel se développe, cours de Kojève sur la phénoménologie de l'esprit, publication des œuvres de jeunesse de Marx, et spécialement des manuscrits de 1844. Et voilà qui fait apparaître la place de cette idée d'aliénation, en tout cas dans la pensée du jeune Marx. Et ça révolutionne un peu la situation. Il y a même, dans la fin des années 30, puis juste au lendemain de la guerre, un vrai déferlement du thème de l'aliénation, dont tout le monde s'empare. Chez les marxistes, mais aussi chez des pères jésuites qui travaillent sur Marx, comme le père Calvez, le père Chambre, etc. Mais en même temps, le développement de cet intérêt pour le jeune Marx met sous la table le matérialisme historique, nous met dans une philosophie humaniste, qui parle de l'homme, mais pas des classes sociales. Et donc en 1965, Althusser engage une critique radicale du thème de l'aliénation, auquel Garoudi s'était rallié en pensant que par là, on trouvait une sortie du stalinisme. Althusser est impitoyable en 1965, et à mon avis, à juste titre. Impitoyable dans le sens où le thème de l'aliénation dans les manuscrits de 1844, que Marx écrit à 26 ans, je veux qu'on se représente bien la chose, c'est un tout jeune homme, très brillant, mais sans expérience. Et Althusser est impitoyable sur ce thème en montrant qu'il est complètement philosophique au mauvais sens du mot. Des généralités abstraites comme l'homme, mais rien de concret, rien d'historiquement précis, et rien de politiquement utilisable, si vous voulez. À mon avis, cette critique d'Althusser demeure quelque chose de fondamental, en deçà de laquelle on ne peut pas remonter aujourd'hui. En même temps, je pense qu'il a profondément mordu le trait en considérant que l'aliénation était exclusivement un thème de jeunesse chez Marx et qu'elle disparaît entièrement dans le Capital. C'est ce qu'on lit noir sur blanc dans ses grands travaux de 65, pour Marx et lire le Capital. L'aliénation disparaîtrait dans le Capital. Je connaissais tout de même assez les textes pour être, dès cette époque, en désaccord fondamental sur ce point avec Althusser. Ça a été, entre lui et moi, un litige majeur dès cette époque. Non seulement l'aliénation figure dans le Capital, mais elle y est un thème majeur.
mais dans un sens très nouveau, beaucoup enrichi et transformé par rapport aux œuvres de jeunesse. C'est ce que j'ai cherché à montrer dans une longue étude publiée en 1973. Preuve texte en main qu'il y a un thème de l'aliénation dans le marxisme de maturité, mais dont je dois constater que cette étude n'a eu à peu près aucun écho. Les choses ont donc continué sur leur ère, dans le sens althusserien, plus d'aliénation dans le capital. Et puis après une plus ou moins longue éclipse, voilà que, avec le redéveloppement contemporain de lutte sociale intense et le développement de la crise profonde du capitalisme, au milieu des années 2000, voilà que ressurgit le thème de l'aliénation. Il ressurgit notamment sous la forme d'un numéro spécial de la revue Actuelle Marx, intitulé « Nouvelles aliénations », et qui met en cause, dans les gestions d'aujourd'hui, précisément l'aliénation par le capitaliste du travail. Et puis, à partir de là, se développe en germe une foule de travaux de critique sociale, d'un intérêt réel et qui ne sont pas pour rien dans la reprise d'un mouvement anticapitaliste aujourd'hui. Donc, en ce sens, un mouvement positif. Positif, mais, à mes yeux, marqué d'une grave limite. Parce qu'une fois de plus, c'est exclusivement le thème de l'aliénation tel que Marx le développait, le pensait dans sa jeunesse, dans les manuscrits de 1844, c'est exclusivement ce thème qui est réactivé. Et continue d'être affirmé que l'aliénation disparaît dans le capital, même dans des travaux savants publiés récemment. Je me suis trouvé naturellement à la fois intéressé par cette reprise du thème et tout à fait en désaccord avec la façon de poser le problème. Et lorsque la dispute m'a proposé d'écrire sur ce sujet, de reprendre des textes anciens et d'écrire à nouveau sur ce sujet, j'ai naturellement dit oui tout de suite en considérant qu'il y avait là une occasion très importante de revenir sur la question du communisme telle qu'elle se pose avec urgence aujourd'hui. Pourrais-tu nous expliquer cette différence entre la conception du jeune Marx et celle du Marx de la maturité, de l'aliénation? Et quels sont les enjeux de ce passage chez Marx et aujourd'hui dans le contexte politique contemporain? Alors là, nous entrons vraiment dans le cœur du sujet. Nous sommes au cœur de la question. Je maintiens, et en ce sens j'estime qu'Althusser a eu partiellement raison au départ, qu'il y a une différence très profonde entre l'aliénation dans les manuscrits de 1944 et l'aliénation telle qu'elle fonctionne dans le Capital et telle qu'elle nous concerne aujourd'hui au premier chef. Je rappelle qu'en 1844, Marx est un jeune homme qui a 26 ans, Engels en a 24. Ils sont sans expérience économique, sociale et politique. Ce sont des intellectuels très brillants, très, très profondément et intensément critiques, mais qui n'ont pas du tout encore d'expérience. C'est quoi l'aliénation alors, dans les manuscrits de 1844? C'est d'abord une description critique ultra brillante, saisissante. Quand on a lu ça, on ne l'oublie plus. Une description critique saisissante des misères du travail salarié. Je vous lis quelques lignes, parce qu'il faut avoir un peu la vision de pourquoi ces textes ont tellement marqué. Enfin, c'est magnifiquement pensé et écrit. Par exemple, voilà quelques lignes. « Plus l'ouvrier produit, écrit Marx, moins il a à consommer. Plus il crée de valeur, plus il se déprécie et voit diminuer sa dignité. Plus son produit a de forme, plus l'ouvrier est difforme. Plus son objet est civilisé, plus l'ouvrier est barbare. Plus le travail est puissant, plus l'ouvrier est impuissant. Plus le travail s'est rempli d'esprit, plus l'ouvrier a été privé d'esprit pour devenir l'esclave de la nature. » Vous voyez le genre de dialectique, hein, la saisie intense des contradictions que représente le travail salarié. Au fond, Marx le premier a développé ce thème qu'aujourd'hui beaucoup connaissent et dont ils perçoivent toute la vérité. Travailler, c'est perdre sa vie à la gagner. Ça, c'est la dialectique des manuscrits de 1944. Donc, en un sens, une dénonciation critique extrêmement brillante du travail aliéné. Mais il y a un lourd passif dans cette affaire. D'abord, cette aliénation est constatée, mais elle est inexpliquée. Le travailleur s'aliène. Mais pourquoi s'y aliène-t-il? Il semble que ce soit une fatalité du travail lui-même. Et ça, c'est une des limites les plus graves de l'analyse de 1844. Pire encore, d'une manière qui peut sembler incompréhensible. Il faudrait pas mal de temps pour faire comprendre comment Marx peut en arriver à cette idée.
ce n'est pas la propriété privée qui explique l'aliénation. Pour lui, c'est l'inverse. C'est le travail aliéné qui rend compte de la propriété privée. C'est le monde à l'envers. Oui. Métaphoriquement, par rapport à l'aliénation religieuse suscite les dieux. L'aliénation du travail susciterait la propriété privée. Sauf que les dieux n'existent pas, tandis que la propriété privée existe puissamment. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas là. En troisième lieu, et ça c'est une grave limite aussi de l'analyse de 1944, Marx a une vision complètement noire du travail salarié. Entièrement noire. Il a même des mots terribles. Il décrit la classe ouvrière comme condamnée à l'imbécilité, au crétinisme. Il y a ces mots noir sur blanc dans l'analyse de 1844. Alors que nous sommes au printemps 1944. Marx vient d'arriver à Paris. Il ne connaît encore rien de la classe ouvrière. 3 mois plus tard, il s'est lié au prolétariat parisien et il écrit à Feuerbach « Il faudrait que vous ayez assisté à une réunion d'ouvriers français pour pouvoir croire à la fraîcheur juvénile, à la noblesse qui se manifeste chez ces ouvriers éreintés. » 4 mois plus tard, sa vision de la classe ouvrière a déjà complètement basculé. Elle est devenue maintenant positive. Mais 3 mois avant, il parle de crétinisme et d'imbécilité, vous voyez. Donc une vision noire, négative du travail. Et par conséquent, quatrième aspect de la question, aucune issue n'apparaît dans cette analyse. C'est dénonciateur, mais ce n'est pas révolutionnaire. On ne voit pas comment on va en sortir. Il est essentiel, à mon avis tout de même, de bien mesurer que ces textes, en un sens magnifique et d'une puissance dénonciatrice inentamée, sont des textes profondément décevants, qui n'ont pas de vérité profonde, qui ne permettent pas de fonder une politique de désaliénation véritable. Ça me paraît très important quand on voit des intellectuels bien intentionnés qui développent aujourd'hui une critique de l'aliénation essentiellement à partir des textes de 1844. Alors, dans le Capital, les choses n'ont pas disparu, mais elles ont profondément changé d'allure. Et d'abord, disons d'un mot, oui, l'aliénation, elle est présente dans le Capital. Comme la chose est encore aujourd'hui largement méconnue, voire niée, j'ai jugé nécessaire, dans ce livre « Aliénation et émancipation », d'ajouter en annexe 82 textes du Capital sur l'aliénation. J'ai voulu les mettre sous les yeux de tout un chacun, pour que ce devienne très difficile tout de même de continuer à prétendre que l'aliénation a disparu dans le Capital. Les textes, ils sont là. Je dirais même, alors que les textes fameux sur le travail aliéné dans les manuscrits de 1944, ça fait environ 40 000 signes. L'anthologie, coupée au plus juste de ces 82 textes, elle en fait plus de 100 000. Même quantitativement, l'aliénation est bien plus massivement présente dans le Capital que dans les œuvres de jeunesse. Mais surtout, ce n'est pas seulement la massivité de la présence, c'est le contenu du concept. D'abord, dans le Capital, l'aliénation n'est plus d'abord un procès qui concerne le travail individuel. C'est d'abord le clivage gigantesque qui s'est opéré à l'échelle sociale entre les moyens de production et les producteurs directs. C'est ça le fondement du capitalisme. Ce n'est pas ce qui se passe dans le travail individuel, c'est ce qui se passe à l'échelle des moyens de production et de leur appropriation. Un gigantesque clivage qui fait que le travailleur ne s'aliène pas, il est aliéné. Ce changement en dit beaucoup. L'aliénation ne vient pas du dedans du travail, elle vient du dehors des rapports sociaux. Elle est imprimée sur le travail. Quand le travailleur s'engage dans le travail, il est déjà aliéné d'avance. Il va être aliéné dans le travail parce que le travail lui-même est socialement aliéné. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement le travail qui est aliéné. Dans le Capital, l'aliénation devient l'analyse d'un rapport social absolument capital. À mes yeux, là, nous touchons à ce qui est le plus important pour penser le communisme aujourd'hui, dans sa différence avec l'idée socialiste. Non seulement c'est un processus social objectif, mais c'est un processus qui va au-delà de l'aliénation du travail et qui se traduit par l'apparition d'une nouvelle formulation chez Marx dans le Capital. Le développement des forces productives n'étant pas approprié par tout le monde, n'est approprié par personne. Les puissances sociales gigantesques qui se forment aujourd'hui deviennent des puissances étrangères, fremde Mächte, dit Marx en allemand constamment, puissances étrangères incontrôlables et qui deviennent destructrices. Le phénomène fondamental de l'aliénation, il est là. Et c'est ce que chacun vit aujourd'hui. Il est très remarquable de voir qu'il y a une formule populaire qui s'impose aujourd'hui et qui dit cela.
On va dans le mur. On va dans le mur. Or, l'humanité va dans le mur, c'est très exactement ça, la catégorie d'aliénation qu'on trouve dans le Capital. On est loin, vous voyez, des thèmes philosophants des manuscrits de 44. On est au cœur du cœur. Parce que ça n'est pas approprié par tous, c'est n'est appropriable par personne. Et l'immense dérive planétaire et anthropologique que nous vivons, avec ces éventualités catastrophiques, elle est là, c'est cette aliénation. Est-ce que ça signifie qu'a disparu la dimension individuelle de la chose? Pas du tout, naturellement. Sur cette toile de fond générale, il y a plus que jamais la dimension individuelle de l'aliénation. Et elle n'est pas maintenue par rapport à 44, elle est enrichie au contraire. Par exemple, dans le Capital, sont ajoutées par Marx les analyses sur la dimension culturelle de l'aliénation. Les travailleurs utilisent la science la plus moderne, investie dans les moyens de production, mais pour autant la science leur reste extérieure. Pour autant, ce travail ne leur permet pas de s'approprier la science. Donc il y a une dimension nouvelle de l'aliénation. L'analyse de l'aliénation individuelle est encore bien plus riche dans le Capital que dans les manuscrits de 44. Mais du même coup apparaît aussi l'issue, ce qui n'existe pas en 44. L'issue, c'est le développement de ces forces productives, qui sont des moyens objectifs formidables d'émancipation humaine, mais à la condition que leur appropriation soit réellement le fait de l'ensemble des acteurs sociaux. Donc on est par là placé au cœur même de l'objectif du communisme. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation qui exige, à mon avis, une bataille d'idées très intense. Oui à la relance du thème de l'aliénation, non à son enfermement dans les idées absolument insuffisantes et pour une part fallacieuses qui sont celles des manuscrits de 1844. Si on reste au niveau des manuscrits de 44, on a alors une conception compassionnelle de la dénonciation de l'aliénation. Compassionnelle. On se penche, si vous voulez, sur les misères du travailleur, hein, ce qui est tout autre chose qu'une attitude révolutionnaire. Et à la limite, on songe à des solutions de caractère psychologique. Il est frappant que dans une partie importante de cette littérature de critique sociale, de Marx, on passe rapidement à Freud, de là à Christophe Dejour et à la psychopathologie du travail, qui certes est une dimension très importante du savoir et des pratiques, enfin, qui ne nous met pas du tout dans la transformation révolutionnaire de la société. Il est crucial, je le pense, de développer le thème de l'aliénation sur la base du Capital, en comprenant toute la puissance historique et par conséquent aussi toute la charge de la transformation sociale révolutionnaire qui vient à l'ordre du jour. Pourrais-tu revenir sur ces différentes dimensions impliquées par une conception marxiste de l'émancipation humaine? Je crois effectivement que c'est une question cruciale pour penser de manière valable la sortie du capitalisme. Et probablement ça exige de nous, je dirais, une révolution culturelle, ou disons si elle est déjà engagée, je pense qu'elle est déjà depuis assez longtemps engagée, il faut l'amener plus loin, il faut l'amener plus au bout, plus au fond. La vision traditionnelle du marxisme, c'est une vision dans laquelle l'émancipation de l'individu ne change rien véritablement. La seule chose une seule solution, la révolution. C'est ça l'idée marxiste. Tant qu'on n'a pas transformé les rapports sociaux eux-mêmes et les rapports politiques, on n'a rien gagné. Et c'est absolument juste. C'est absolument juste. Donc, en un sens, toute la culture et donc toute la stratégie, toute la conception d'organisation caractéristique du courant révolutionnaire marxiste, elle est du côté du collectif, du côté sociologique, pas du côté de l'individu, au contraire. Sur le plan de la culture, on pense en termes de classe, en termes de masse, en termes d'État, en termes de collectif, contre l'individualisme bourgeois. En termes de stratégie, on voit lutte de masse, lutte de classe, conquête du pouvoir, rôle des organisations, contre une vision individualo-anarchiste des choses. Et en termes d'organisation, on pense en termes de partis, vertical, avec une direction, hein, le rôle clé des directions, le mot direction dans l'histoire du mouvement ouvrier, contre le spontanéisme qui est l'erreur par excellence. Toute une culture, vous savez, Boukharine voyait le marxisme comme une sociologie. Ben voilà, ça a énormément pesé dans l'histoire du mouvement ouvrier. Marxisme égale sociologie. Alors dans le bon cas, cette vision sociale, ça donne le léninisme. Dans le mauvais cas, ça donne le stalinisme. C'est-à-dire l'écrasement de l'individu autonome.
Et le malheur est que l'image même de Marx, l'image de la pensée de Marx, a été alignée sur cette culture-là. Or, Marx, c'est bien sûr la vision du social, mais c'est aussi la vision de l'individu. C'est le contraire même de ce que cette culture atrophiée nous a mis dans la tête. Marx, penseur majeur de la société, est en même temps un penseur majeur de l'individualité. En tout cas, toute ma vie de recherche, elle est justement centrée là-dessus. Non pas l'individu tout seul, bien entendu, le monde social et l'individualité. Or, des faits criants nous montrent à quel point c'est encore pour nous un problème. En tout cas, ça l'a été jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Vous connaissez cette histoire de l'écrivain d'Allemagne de l'Est, Stefan Hermlin, qui, dans un de ses ouvrages, avouait avoir lu à l'envers une phrase du manifeste du Parti communiste. C'est la phrase où, vers la fin du texte, il est dit qu'il s'agit d'aller vers une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Stefan Hermlin, dans le contexte culturel dominant du marxisme d'alors, il a lu l'inverse. C'est une chose tout à fait remarquable. Le texte est là. Il lit le libre développement de tous est la condition du libre développement de chacun. Or, Marx, en 1848, il a écrit le contraire. Il va quand même faire réfléchir. De même que doit faire réfléchir le fait qu'on ait pu si longtemps le lire à l'envers. Quelle est l'idée ? Il faudrait bien du temps pour la développer, mais essayons de le faire en une phrase, si vous voulez, en un seul mouvement de pensée. La richesse de l'humanité, c'est deux choses intimement connexes. C'est la complexité cumulative des acquis sociaux et culturels, mais c'est aussi la singularité inépuisable des biographies personnelles. C'est l'un et l'autre. La richesse complexe d'acquis collectifs, la singularité de chaque individu. En chaque individu se réfracte singulièrement l'ensemble des acquis sociaux. Plus ou moins. Singulièrement, ça veut dire souvent très incomplètement, bien sûr. Mais il y a une réfraction singulière. Tout ce qui se développe sur le plan collectif doit passer par l'appropriation individuelle ou alors est lettre morte. Dans le domaine de la science, de l'art, de la vie politique, regardez, sous tous les progrès, il y a une collectivité. Mais il vient un moment où il y a Einstein, où il y a Picasso, où il y a Mandela. Ce moment de l'individualité est un moment incontournable, absolument décisif. Tout se réfracte dans une vie singulière. Marx a été hautement sensible à cette dimension individuelle comme l'autre incontournable de la dimension sociale. Donc, quand on oppose l'émancipation individuelle, comme si c'était une petite chose, si vous voulez, à l'émancipation collective, la révolution sociale, qui seule serait une grande chose, on mutile en profondeur la pensée de Marx. Et ce qui est plus grave, on mutile en profondeur la réalité. Parce que si vous n'émancipez pas les individus, vous n'aurez pas de moteur à votre émancipation sociale. De même que si vous n'émancipez pas les rapports sociaux, vous ne permettrez pas aux individus de se déployer librement. Enfin, c'est là une dialectique absolument capitale et qui a aujourd'hui une importance d'autant plus grande que nous vivons, et ça, c'est une des prémices objectives les plus importantes du communisme, nous vivons un développement majeur de l'individualité. Parce que si le marxisme peut être interprété de la manière unilatérale et très, très dommageable que je viens de dire, c'est aussi un phénomène d'époque. Il y a eu une époque où la classe ouvrière brillait plus par son nombre que par ses individualités. C'était effectivement l'époque des combats de masse, si vous voulez. Et c'était l'époque aussi où le dirigeant montait sur son tonneau, appelait à la grève, et tout le monde partait en grève. Nous ne sommes plus du tout dans cette époque-là. Nous sommes dans l'époque où l'individualité autonome devient de plus en plus, et de maintes manières, dans tous les domaines, un élément incontournable du développement historique. On pourrait expliquer ça un fait parmi bien d'autres auxquels je ne sais pas si on réfléchit toujours assez. En 1900, 3% d'une classe d'âge passait le baccalauréat. Moins d'un siècle après, on est déjà au moins 3/4 d'une génération. Le changement dans l'appropriation des savoirs, dans le niveau culturel. Le mouvement qui a encore tant à faire devant lui, mais qui a déjà tant produit de l'émancipation des femmes, c'est quoi? C'est aussi l'émancipation d'innombrables individus.
Moi, j'ai connu une époque incroyable où, dans le Parti communiste même, j'ai connu un secrétaire de section communiste qui faisait tenir la trésorerie de la section par sa femme qui n'était pas membre du parti. C'était une utilité extérieure, vous voyez. J'ai connu cette époque, je ne suis pas encore Mathusalem, vous voyez. Il y a quelques générations, il y a quelques vingtaines d'années, on était encore dans cette situation où la non-émancipation des femmes signifiait non seulement la non-émancipation d'une moitié de l'humanité, mais d'un nombre énorme d'individualités. Nous sommes dans une période où l'autonomie individuelle est devenue maintenant incontournable. Et elle est un présupposé majeur du communisme. Je fais une coupure là, parce qu'il faut que je reprenne mon souffle. Puis j'ai fait une digression là, qui sera peut-être à couper. Hein. Tu verras. Oui. Il y aura probablement à couper là. D'accord. On verra. L'histoire de mon secrétaire de section. Ça m'avait tellement frappé. Bah oui, c'est quand même... Elle était même pas admise au parti. On ne le lui proposait même pas. C'était la femme de l'instituteur secrétaire de section. Et elle aidait son mari. Quoi, voilà. Incroyable. Incroyable. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, cette histoire. C'est important. Il y a encore bien des traces de cet âge historique. Encore bien des C'est pas traces. si vieux, c'est pas si vieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas le couper, Lucien. Il ne faut peut-être pas le couper. Oui, peut-être. Peut-être. À 40 ans, 30 ans. C'est ça, il y a quelques dizaines d'années. Il y a quelques dizaines d'années. On est en plein processus, quoi, avec qui charrie encore des tas de choses anciennes, c'est évident. Oui, alors là, ce que j'ai à dire maintenant, au fond, ça mord carrément sur la réponse à la 6e question. Alors on peut attendre la 6e question. On peut attendre la 6e question, peut-être. Parce que maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, donc, il y avait une vieille stratégie essentiellement hétéronomique. Aujourd'hui, le problème est de passer à une stratégie complètement autonomique. Voilà. Alors, il faut peut-être que je dise, je peux peut-être dire ça en trois. Voilà. Oui. Voilà. On va peut-être reprendre. Là, je vais me borner à ça, à dire ça, et puis dire une question ultérieure va m'amener à revenir là-dessus. Non? Peut-être je ne sais pas quelque chose dans ce genre. Oui, très bien. Ça marche? Oui. Au fond, pour résumer ce que je viens de dire, on était dans une vision et une stratégie hétéronomique. C'est-à-dire où la politique s'impose aux gens. Voilà. Elle est décidée au-dessus d'eux. Ça se pense et ça se décide au-dessus de leur tête. Ils sont les exécutants. De cette stratégie hétéronomique, il faut passer à une stratégie de l'autonomie. En un sens, tout est dit. Moi, ce que j'appelle refondation communiste, d'une certaine manière, c'est ça. C'est le passage intégral à une vision en autonomie, dans laquelle l'autonomie de l'initiative individuelle est totalement prise au sérieux et mise au centre. Pas dans un sens d'élitement anarchique, dans un sens de nouvelles modalités d'organisation. Là, tu vas couper, là, parce qu'invinciblement, quand je dis ça, j'ai toujours envie de faire une digression sur comment fonctionne le cerveau. Comment fonctionne le cerveau? Rien n'est plus organisateur que le cerveau. On a donc tendance à penser qu'il y a, d'ailleurs on dit le centre cérébral, hein. On a tendance à penser que le cerveau fonctionne comme un parti, quoi. Il doit y avoir quelque chose comme un secrétariat, un bureau politique. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. Tout, c'est l'interaction permanente. Je trouve qu'on ne réfléchit pas assez sur comment fonctionne le cerveau. Plus on en sait sur le cerveau, plus on constate que, certes, il y a des modules qui fonctionnent. Il y a des petits centres, partout des petits centres. Mais un centre des centres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. De ce point de vue, Vygotsky est génial. Vygotsky ne savait absolument pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau dans les années 20-30. Mais il a très bien compris ça. Très bien compris. Ce n'est pas le cerveau qui se commande à lui-même. C'est nous qui lui commandons du dehors. Il y a une vision absolument extraordinaire dans Vygotsky, le renversement par rapport à tout un pseudo-matérialisme des sciences, des neurosciences. Enfin bon, je m'égare. Mais c'est pour dire qu'on a quand même très profondément en tête l'idée qu'il faut des directions, quoi. Sinon, c'est l'anarchie, sinon on ne peut rien faire. Or, le cerveau, ce n'est pas l'anarchie, et pourtant, il n'y a pas une région qui commande à l'ensemble. C'est lui-même qui s'autocommande par interaction horizontale constante. Je
trouve que ça mérite réflexion. Pourrais-tu détailler ces différentes dimensions de la décivilisation et de la dépolitisation en cours aujourd'hui par le capitalisme? Et pourquoi il se joue ici rien de moins que, comme tu l'écris, un sauvetage du genre humain? En travaillant longuement pour écrire le tome 2 de ma série Penser avec Marx aujourd'hui, ce tome 2 qui est consacré à l'homme, j'ai été de plus en plus frappé, dans le travail théorique, mais aussi dans la vision de tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. J'ai été de plus en plus frappé par un contraste qui me paraît incroyable. Incroyable. Grâce à beaucoup d'efforts, et qui méritent une grande considération. Quelques considérations critiques qu'on puisse aussi y ajouter. Le mouvement des Verts a fait une percée. Il a réussi à imposer à l'attention mondiale le problème de l'état de la planète. Et ça, c'est quelque chose qui à la fois mérite hommage, je le dis comme je le pense, sincèrement, ce qui n'atténue pas les réserves critiques qu'on peut faire sur ceci ou cela. Et pour moi, c'est aussi une leçon politique. Parce que ça montre ce qu'on peut faire par une lutte d'une certaine manière menée avec un véritable suivi implacable. Donc ils ont réussi à imposer à l'attention, avec des résultats inégaux. Enfin, maintenant, la chose est engagée. La Terre va mal. La planète va mal. Tout le monde sait ça maintenant. Tout le monde comprend ça. C'est devenu une partie intégrante de la cause de la grande transformation sociale qu'il faut opérer. Or, par rapport à cela, je suis saisi de voir qu'on ne prend pas la mesure. Bien sûr, on en parle souvent, mais de manière dispersée. On ne prend pas la mesure globale du fait que le genre humain va aussi mal que la planète Terre. Le genre humain lui-même est malmené à un point fondamental, au moins autant que la planète. Ça s'est imposé à moi sous une formule qui n'est qu'une formule, mais et qui est: la liquidation des valeurs humaines est-elle moins grave que la fonte des glaces polaires? Je trouve qu'il faut se mettre dans la tête ça. Parce qu'on commence à voir la gravité des phénomènes planétaires, mais on ne voit pas la gravité des phénomènes anthropologiques. On ne voit pas à quel point de profondeur le genre humain est maintenant malmené. C'est pour ça que le monde diplomatique ayant bien voulu m'ouvrir ses colonnes pour agiter cette sonnette, j'ai cherché, il y a 1 an et demi, dans un article du Monde diplomatique, à donner ça à entendre. Cause écologique et cause anthropologique. Tout le monde aujourd'hui est plus ou moins écolo. Mais connaissez-vous des anthropologues? Pour l'instant, il y a moi. Je veux être un anthropologue. Voilà. Je voudrais imposer l'idée de la cause anthropolo au même niveau que la cause écolo. Et ce ne sont pas deux causes rivales, ce sont deux causes étroitement interpénétrées. On ne sauvera pas la planète sans le genre humain, ni le genre humain sans la planète. Mais on est à un degré de gravité tel que le sauvetage du genre humain est vraiment une obligation. Dans cet article du Monde diplomatique, j'avais essayé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut énumérer un certain nombre de thèmes écologiques fondamentaux. Tout le monde les connaît. Voilà. Depuis les bouleversements climatiques jusqu'à la mise en cause de la biodiversité. Tout le monde connaît 4, 5, 6 thèmes qui font la culture écologique. J'ai voulu commencer à esquisser 4, 5, 6 thèmes susceptibles de faire une culture anthropologique, au sens revendicatif du mot anthropologie, vous voyez. J'ai énuméré la marchandisation générale de l'humain. Tout devient vénal aujourd'hui. Tout. Depuis le résultat d'un match de football jusqu'à la vente de ce qu'on ose appeler une trousse d'embryons à implanter. Tout est vénal. C'est effarant. J'ai ensuite énuméré la dévaluation tendancielle de toutes les valeurs humaines. Nous allons vers une civilisation où il n'y a plus qu'une valeur, c'est la valeur marchande, qui culmine dans la valeur boursière. Cela seul mérite d'être dit valeur. J'ai ajouté à cela l'incontrôlable évanouissement du sens. C'est la question du pourquoi. Tout ce qu'on nous fait vivre, tout ce qu'on nous fait mal vivre, pourquoi en 2 mots? Quelle est la raison de tout ça? Il faut trimer à rembourser la dette, mais quelle dette? Pourquoi? Dette de qui? Dette faite comment? Un immense pourquoi sans réponse plane au-dessus du non-sens dans lequel on nous enfonce. Et tout ça se traduit, 4e thème, par ce que j'ai appelé une décivilisation sans rivage. C'est tellement quotidien que nous finissons par ne plus prendre la mesure globale de la barbarie dans laquelle nous nous enfonçons.
Ce qui se passe en Syrie, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et ça se répercute à tous les niveaux, y compris, j'espère que tout le monde est comme moi frappé par la barbarie montante de certains faits divers. Vraiment, le thème de la décivilisation n'est pas un thème excessif, il me semble. Et à tout cela, j'ai ajouté un 5e thème qui me préoccupe beaucoup. Parce que, classiquement, on disait avec Marx, le capitalisme produit ses propres fossoyeurs. Plus de capital, plus d'ouvriers, et donc plus de fossoyeurs du capital. Oui, mais cette belle assurance, maintenant, elle serait plutôt en train de s'inverser. Parce que le système, il produit ses abstentionnistes, maintenant. Plutôt que ces militants impliqués dans un combat révolutionnaire, il tend à produire l'écœurement, l'incrédulité, l'impuissance et finalement l'abstention. Ça, c'est encore plus grave que tout. Parce que tous ces drames, au lieu de produire des forces, au lieu de... En même temps, ils produisent, heureusement. Mais enfin, une des tendances dramatiques du système, c'est de produire non pas la rébellion efficace, mais plutôt l'écœurement impuissant. D'où une certaine angoisse. Où va-t-on? Où en sera le genre humain à la fin de ce siècle? Pour moi, c'est une vraie inquiétude et je pense que je suis représentatif de toute une génération. Enfin, je crois que plus ou moins tout le monde se pose cette question, mais sans doute pas en la formalisant au niveau d'importance globale qui est le sien. Alors, tout ça doit conduire à quoi? D'abord, je dirais, à la Stéphane Hessel, à un indignez-vous majeur. Un indignez-vous majeur. Comment on traite aujourd'hui les gens qui travaillent? C'est inimaginable. On nous y accoutume jour après jour, mais c'est inimaginable. J'ai été très frappé, en lisant l'Humanité de ce week-end, de cette lettre envoyée au Premier ministre par un maire communiste d'une petite localité de la région parisienne. Très frappé. J'en lis quelques lignes. « Jamais les trafics de drogue n'ont été aussi nombreux, organisés, visibles et prenant possession des espaces publics. Jamais le nombre de jeunes ou de jeunes adultes en errance complète n'a été aussi important. Jamais les réponses aux demandes ou attentes n'ont été aussi faibles, que ce soit en termes d'emploi, de stage ou de logement. Jamais les éducateurs, animateurs, policiers ne nous ont fait remonter autant de situations conflictuelles. » Voilà quelqu'un qui vit au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. La destruction du genre humain, la destruction de l'humanité. Beaucoup de jeunes, ajoute-t-il, citoyens et de moins jeunes que je rencontre, m'expriment leur sentiment de n'être ni reconnus ni respectés. La situation n'a jamais été autant dégradée, le sentiment d'humiliation aussi fort, l'incompréhension aussi lourde et l'avenir aussi sombre. C'est pas un pessimiste. C'est pas un pessimiste. C'est quelqu'un qui voit de manière critique la réalité profonde. Et donc la taille des transformations qu'il faut engager. Il se prononce pour un choc de dignité. Moi, j'ai été frappé par ce texte. C'est ça que j'ai en vue, d'abord. Mais naturellement, c'est pas seulement indignez-vous, c'est pas seulement insurrection. Et donc, il faut bien savoir comment on engage la transformation sociale à ce niveau-là. Ce qui me paraît important, c'est qu'on prenne conscience du tragique qu'il y a dans l'air, non pas seulement pour la planète, mais également pour le genre humain. Et je dois dire que je suis surpris que nous tardions, nous du côté communiste, que nous tardions, je trouve, à mettre ensemble ces deux. Maintenant, on ne nous fait plus la leçon de l'écologie. Maintenant, le mouvement communiste, il a intégré le souci écologique et il a bien fait. Il a absolument bien fait, il n'y a pas de question. Mais il n'a pas intégré le souci anthropologique comme je le voudrais. Donc je pense que nous sommes devant cette grande tâche, intégrer l'anthropologique, même pas encore nommée, au niveau de cause fondamentale. Pour finir, pourrais-tu résumer pour nous les grandes lignes de ta réflexion en cours ces dernières années sur une pensée et une politique véritablement communiste? Il faut dire d'abord une chose. Je ne vais pas essayer de ne pas me dérober pour répondre à cette question. Mais il faut laisser de côté toute illusion prétentieuse. Aucun individu n'a dans sa giberne la stratégie, miracle, etc. Seulement, si on a une perception légitimement modeste de ce qu'on peut apporter, on risque d'être au-dessous du niveau d'exigence. Donc je vais essayer de répondre à cette question comme si. Mais chacun comprend que dans le comme si, il y a tout le travail collectif sans lequel rien de tout ça ne peut déboucher.
Enfin, n'empêche que j'ai publié un texte qui s'appelle en effet « Urgence de communisme ». Et c'est un titre que j'assume pleinement. Urgence et communisme, communisme et urgence. Alors, pour m'expliquer, sans doute, il faut qu'en 2 mots, je revienne à... Moi, je suis un vieux de la vieille, hein, j'ai adhéré au parti en 1950. Vous voyez, j'ai quand même l'histoire de notre stratégie un peu en tête. Hein. Donc, sans remonter au calendrier, je vais quand même remonter à 1976, au 22e congrès, à l'abandon de la dictature du prolétariat. Et c'est ce qui suppose de rappeler en 2 mots la vieille stratégie léniniste, qui est bien plus compliquée que quand on la résume. Mais enfin, si on la résume à l'extrême, ça donne, on mène la lutte de classe pour conquérir le pouvoir politique, et une fois qu'on a conquis le pouvoir politique, ce qui ne peut se faire peu ou prou que d'une façon insurrectionnelle, alors on utilise le pouvoir d'État pour transformer la société par en haut. Voilà. Et ça exige un parti d'avant-garde organisé verticalement avec une forte direction. Voilà le schéma, voilà dans quoi on a vécu pendant des dizaines d'années, voilà le bolchevisme, voilà le léninisme, voilà ce qui a à la fois fait merveille et fait horreur. Voilà. En 1976, la caducité d'une telle stratégie était flagrante. Elle l'était déjà depuis bien plus longtemps. Mais en tout cas, en 1976, le parti, dans son 22e congrès, a tiré la conclusion qui, à mon avis, s'imposait. Et ça a pris la forme de l'abandon de la dictature du prolétariat, qui était plus globalement l'abandon de cette vision de la construction d'une société post-capitaliste. Mais la grande question, c'était naturellement par quoi on remplace. Et je crois que ça n'est pas être excessif de dire nous n'avons pas trouvé en réalité par quoi remplacer. Avons-nous assez cherché, avons-nous assez travaillé? En tout cas, le fait est que nous n'avons pas véritablement remplacé. Et la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui s'est produit en réalité? Ce qui a remplacé cette stratégie, c'est la lutte électorale. Moi, je le dis comme je le pense, j'ai le sentiment d'avoir vécu pendant des décennies dans un parti dont toute la vie était rythmée par les élections. Surtout à partir du moment où, avec la Ve République, on a cette grande architecture de l'élection présidentielle qui commande les législatives, qui commande les municipales, etc. Voilà. Et en réalité, même quand on regarde bien nos congrès, toute la série de nos congrès était entièrement dans le calendrier ordonné à la prochaine grande élection législative. C'était les rampes de lancement de la bataille électorale. Donc on a remplacé la révolution par l'élection. C'est dit brutalement, mais je pense que c'est hélas la réalité. Or, sortir du capitalisme par des victoires électorales est évidemment une illusion, je ne vais pas vous faire l'injure de redévelopper cette évidence, mais de plus, c'est d'autant plus illusoire que depuis, la classe qui dirige a complètement vidé la démocratie de son contenu. Je ne sais pas si on le montre assez, ça, à quel point la coquille vide de la démocratie, aujourd'hui, fait complètement illusion. En ce sens, l'abstention populaire a du sens. C'est une leçon. Bien sûr, elle a des côtés négatifs. Elle a des effets gravement négatifs. Mais je veux dire, ce n'est pas seulement un échec, une illusion, une erreur. D'une certaine manière, il y a quelque chose de juste dans l'abstention. On ne changera pas comme ça. Je crois que ça, c'est une perception populaire profonde. On ne changera pas par cette voie. Et si nous ne le comprenons pas, nous ne remonterons pas. Ça, je le pense vraiment. Donc on est devant un problème de très grande taille. C'est vraiment toute la perspective historique et tout ce qu'elle commande du point de vue stratégique, culturel et organisationnel qui est à repenser. De ce point de vue, les Verts ont une intuition juste. Ils sentent qu'on est à un tournant de civilisation. Ils se battent pour une chose de grande taille. Seulement, ils ne voient pas ce qui fait la grande taille de la grande taille. Voilà, c'est ça le drame. Ils ne voient pas le fond. Le fond, c'est l'aliénation, au sens fort qu'il me semble que nous devons essayer de donner à ce mot, hein, en comprenant bien la leçon de Marx dans le Capital. C'est l'aliénation par le capital. C'est ça le fond du fond. Nous vivons pas seulement... Je pense qu'il faut voir les choses ainsi. Nous sommes entrés dans le siècle de la fin du capitalisme. Ça ne se fera pas dans quelques années, ni même en décennies. C'est un processus de type séculaire. Mais je crois qu'il est important de dire et de voir, nous sommes entrés dans la fin historique du capitalisme. Et même plus que ça, dans la fin de la société de classe. Nous sommes devant une échéance historique grandiose. C'est l'invention d'une société sans classe, où tous les êtres humains, hommes et femmes,
deviennent capables de prendre en main les choses. Voilà. Nous sommes devant cette échéance-là. C'est-à-dire une échéance communiste au sens le plus profond de l'exigence du communisme. Donc il nous faut tout repenser. Je ne dis pas que rien n'est fait, hein. Enfin, quand je dis tout repenser, je veux dire il faut remettre sur la table et reconstruire consciemment tout ça. Une vision historique, une stratégie politique, une façon de se battre et un mode d'organisation. Tout ça dans sa cohérence. Tâche immense. C'est pourquoi je redis ce que je disais en commençant. Il serait d'une inconscience ridicule pour un individu de prétendre donner la solution de tout ça. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se dérober devant l'effort pour contribuer au processus collectif de cette réélaboration indispensable et urgente. Alors, je prends successivement ces 4 moments. Nouvelle visée historique, une nouvelle stratégie, une nouvelle culture, une nouvelle forme d'organisation. Nouvelle visée historique. Ce n'est pas le socialisme qu'il nous faut. Ce n'est pas le socialisme. C'est vraiment directement le communisme. Moi, je trouve qu'on doit le dire plus fortement qu'on ne le dit. On est dans la fin du capitalisme. Une fin qui sera longue, qui sera compliquée, qui sera peut-être horrible. Mais on est dans cette fin. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est vraiment la sortie du capitalisme, et plus largement encore la sortie de la société de classe. Voilà. Il n'y a pas d'issue autrement que celle-là. Donc c'est l'appropriation réelle de l'ensemble des puissances sociales par l'ensemble des acteurs sociaux eux-mêmes. Appropriation réelle et directe par les acteurs sociaux eux-mêmes. À moins de ça, il n'y a pas de solution. Donc c'est la révolution. Mais plus la révolution dans les formes de 89 ou de 1917. Plutôt dans cette forme extraordinaire que Marx, une seule fois, a nommé, dans cette formule extraordinaire, l'évolution révolutionnaire, formule que Jaurès a reprise. C'est une intuition extraordinaire que Marx a eue en 1952. Une évolution révolutionnaire. Ben voilà, c'est exactement ça qu'il nous faut inventer. Une évolution révolutionnaire. Ce n'est pas une insurrection, c'est un processus de transformation sociale profond, et qui est profond parce que les forces qui y participent consciemment et avec initiative sont de plus en plus nombreuses et conscientes. Voilà. Une montée de conscience active qui devient progressivement irrésistible. C'est ça la nouvelle idée de la révolution. Il y a à travailler sur un nouveau concept de la révolution. Ça commande une nouvelle stratégie. Pour moi, le mot d'ordre fondamental de cette nouvelle stratégie, engager sans délai l'appropriation par les acteurs sociaux de toutes les puissances sociales sur tous les terrains et à tous les niveaux. Engager ça sans délai. Ça veut dire le communisme commence aujourd'hui. Ça, c'est le type de phrase qui peut apparaître comme une phrase. Quand on l'a dit ça change quoi? On fait quoi? Ça se fait comment? Et alors là, devant la question ça veut dire quoi? Ça se fait comment? On est devant une question classique pour un marxiste. C'est comment Marx pense l'avenir. Et il ne le pense jamais en utopiste. Il le pense toujours en observateur réaliste de ce qui se passe. Autrement dit, l'idée clé pour lui, c'est la société de demain, elle est déjà présente. Voilà. Ou bien alors, elle n'existera jamais. Voilà. Si vous rêvez d'une autre société, elle n'existera sûrement jamais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sous nos yeux, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le pire, mais il se passe aussi des choses extraordinaires. Sommes-nous assez attentifs à ce qui se passe? Mon fils aîné, Jean-Sève, est en train d'écrire un livre passionnant, après en avoir écrit un autre qui allait déjà dans ce sens-là, sur le thème du communisme déjà présent, quoi. Je pense que c'est un thème absolument judicieux. Le communisme est déjà au présent. Il faut regarder ce qui se passe. Il se passe énormément de choses, énormément de luttes. Nous les voyons souvent plus dans leurs détails que dans l'énorme signification d'ensemble qu'elles ont. Mais prenons un exemple tout à fait central, qui est la question de la propriété des forces productives. De plus en plus, quand le capital abandonne, d'une manière le plus souvent scandaleuse, des moyens de production parfaitement valables, parfaitement efficaces, chez les salariés, il y a une insurrection. On n'accepte pas, on ne se résigne pas. Et on essaye de trouver les moyens de le reprendre. Vous n'en voulez plus, nous on en veut. Nous, on va les prendre en main. Il faut mesurer. Les fralibes, ce dont le mouvement des fralibes est exemplaire, et il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines. Ça veut dire une chose ultra profonde, ça. Ça veut dire que la revendication communiste de l'appropriation directe de la gestion économique elle-même est quelque chose qui entre dans les têtes.
Bien trop peu, bien trop mal, mais que faisons-nous pour aider vraiment à avancer dans ce sens-là? D'autant plus que ce n'est pas seulement la multiplication des scopes, dont certaines marchent très bien, pas toutes, mais certaines marchent très bien. Ce n'est pas seulement le développement de l'économie sociale et solidaire, avec les grandes batailles qui sont en cours à ce sujet. Mais il y a une floraison d'initiatives, une floraison d'inventions que moi je connais peu, parce que je ne suis pas immergé dans la société vivante, et que vous connaissez sûrement bien mieux que moi. Il faut regarder tout ça. Il y a des inventions monétaires extraordinaires en ce moment. Je ne parle pas seulement des selles. Je parle d'inventions monétaires locales qui sont significatives, intéressantes. Le développement de circuits commerciaux courts, le covoiturage, les solidarités courtes. Il y a une foule d'initiatives qui vont dans un sens qui est un sens communiste. Vous ne savez pas gérer, nous on va gérer pour nous-mêmes. Voilà. Et nous seuls, on sait vraiment gérer pour nous-mêmes. Il y a une énorme poussée qui va dans ce sens-là. Énorme et très insuffisante en même temps. Mais elle est déjà large et massive. Elle est pleine de sens. D'autant plus que ça ne se passe pas que dans ce domaine-là. Regardons ce qui se passe dans la santé, à l'école, dans la gestion municipale, dans l'utilisation du net par la jeunesse. 1000 choses. Ça bouillonne partout. Et donc, devant cette pluralité d'initiatives, j'estime que nous sommes confrontés à une tâche cruciale. Absolument crucial. Si nous raisonnons comme Marx, si nous ne partons pas de l'utopie, mais de ce qui se passe réellement, de ce qui se fait réellement, des initiatives qui montent réellement, notre tâche capitale, c'est de les recenser avec un soin jaloux, de les analyser, de les critiquer, au bon sens du mot critiquer, de nous investir en plein dans cette vie-là. En plein. Je vais venir aux élections, ça n'oblige pas à dire élection piège à con, ça n'oblige pas à abandonner la bataille pour la politique institutionnelle, ça la relativise absolument, ça déplace le centre de gravité, voilà, mon souci à moi c'est ça. On devrait déplacer bien plus consciemment, volontairement et radicalement le centre de gravité de l'action sur tous les terrains où se fait quelque chose d'appropriation directe dans le sens du communisme. C'est ça qu'il nous faut. En plus, ça, c'est changer la vie au comptant. C'est horriblement difficile, on a affaire à un adversaire très puissant, très rusé, etc. Bon. Mais c'est un terrain sur lequel on peut obtenir des succès. On peut démontrer pratiquement, à un moment où il y a un tel scepticisme à l'égard de la politique, un tel scepticisme, la manière de rendre les choses de nouveau crédibles, c'est de montrer aux gens qu'on fait des choses qui payent, qui obtiennent des changements. C'est, à mon avis, voilà, le changement crucial, il est là. J'ai lu avec intérêt dans le récent article de Patrick Le Yarrick qui parle de l'état financier de l'humanité, qu'était en cours un travail de réinvention de l'humain. Je suis pour, complètement pour, une réinvention de l'humain. Mais dans cette réinvention, je demande qu'on inscrive des fonctions nouvelles. Pour moi, il y a une fonction capitale que doit avoir l'humain. L'humain doit être le journal qui concentre toutes les initiatives communistes en cours, qui les analyse, qui les fait connaître, qui les met en rapport, qui les critique, qui les discute, qui en fait la chose centrale, vivante de la politique d'aujourd'hui. Réinventer l'humain, ouais, et les tâches. Pour le dire comme je le pense, il y a parfois dans l'humain de la petite polémique politique qui me paraît sans importance. Alors qu'on ne fait pas cette chose qui est capitale. Voilà. Centraliser toutes les initiatives qui sont déjà du communisme en action. Tout ça nous conduit à ce que j'appelle une nouvelle culture, mais surtout en vue la question cruciale de la bataille d'idées. Franchement, je nous trouve complètement insuffisants sur le terrain de la bataille d'idées. Complètement insuffisants. Et je dis ça en ayant pleinement conscience de tout ce qui se fait de bien, et dans l'UMA notamment, hein, il se fait plein de choses bien. Mais n'empêche, à la taille de l'échéance historique devant laquelle nous sommes, je trouve que nous sommes encore très 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 loin, très en dessous dans le domaine de la bataille d'idées. Quand je pense, par exemple, on voit seulement maintenant commencer à pointer la contre-offensive sur le coût du capital par rapport à la vaste opération idéologique du coût du travail. On est seulement maintenant en train de commencer un petit peu à mettre sur la sellette le coût du capital. Mais c'est une question immense, ça. Il ne faut pas seulement voir ce qui va dans la poche des actionnaire. La question du coût du capital, c'est une question gigantesque. C'est le caractère foncièrement obsolète historiquement de ce mode de gestion des richesses. On est faible, on est en retard, on traîne. Moi, je trouve que, voilà, la bataille, une bataille d'idées digne de ce nom, ça suppose l'investissement maximal de la plus grande intelligence possible. Il
faut mobiliser les intelligences. Sur toutes les questions, mobiliser au plus haut niveau les intelligences. Faire un travail d'approfondissement théorique. Traduire ça en inventivité, polémique et pédagogique, les deux choses à la fois, même je vais dire les trois, polémique, pédagogie, recherche. Tout ça en un seul mouvement, c'est tout à fait important. Et puis, un suivi implacable au fil des années. Je trouve que trop souvent, nous faisons comme si la bataille d'idées, c'était une opération pendant 8 jours, ou même pendant quelques semaines. Il faut suivre implacablement une bataille d'idées pendant des années. Les Verts ont gagné leur affaire. Ils ont gagné leur affaire parce qu'ils se sont attachés comme des poux pendant des années à la question de la planète. La planète va mal. Et pendant des années, ils ont tapé sur ce clou. Comment pouvons-nous ne pas taper sur certains clous fondamentaux? Je pense à l'idée de sécurité, emploi, formation, une idée majeure. Comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à l'implanter davantage, à en faire une chose bien davantage agissante? C'est une idée capitale. Je pense que nous ne menons pas, avec l'esprit de suite et le niveau d'exigence qu'il faut et d'inventif qu'il faut, les batailles. Alors on peut dire, mais dans l'état actuel des médias, comment voulez-vous mener de manière victorieuse des batailles d'idées? Mais il y a des exemples encore, je parle toujours des Verts, mais je ne veux pas parler que des Verts. Attaque a engagé il y a des années une bataille contre les paradis fiscaux. Et ça fait des années qu'ils se battent sur ce thème. Ben, ça commence à percer. La question des paradis fiscaux est entrée dans la conscience publique comme une question importante. C'est un exemple tout à fait intéressant. Tout exemple de bataille d'idées qui finit par être gagné demande à être examiné de près. Comment ça s'est fait? Parce qu'il nous faut en mener et en gagner d'autres. Et j'en viens enfin à la question des questions. Comme disait l'ancienne doctrine, l'organisation décide de tout. Enfin, pas dans le sens organisationnel étroit du mot, mais à la fin du fin, la question de l'organisation, pour moi, je pense que c'est la clé. Quand je parle de refondation communiste, c'est notamment à ça que je songe. Je pense que nous avons encore une forme parti politique qui est essentiellement marquée par la dominance de la politique institutionnelle. Ça me ramène à 1976, ce qu'on a bien fait d'abandonner, mais ce qu'on n'a pas su inventer à la place. Voilà. Et ce qui est venu à la place, c'est la dominance de la politique institutionnelle, c'est-à-dire du souci électoral. Or, une formation politique qui a principalement, quoi qu'elle dise, dans la réalité de la vie, le souci électoral, elle est forcément verticale. Parce que c'est centralisateur, les élections. À plus forte raison avec la présidentielle. À plus forte raison avec le système politique tel qu'il a été organisé. Donc, nous avons inévitablement un parti à l'ancienne avec une verticalité qui est rivée à son objectif stratégique, qui de fait est celui-là. Si on déplace fondamentalement le centre de gravité sur le terrain de l'intervention sociale appropriative, alors du même coup, on voit bien que c'est une forme d'organisation complètement différente qu'il faut résolument mettre. Je ne veux pas sous-estimer par là les changements qui se sont opérés. Mais la révolution globale est toujours à faire, à mes yeux. Donc, si on est dans une stratégie le changement sans délai, qui est le vrai remède à la perte de sens de la politique, alors on voit bien que c'est un mode d'organisation entièrement tourné vers l'initiative concertée des acteurs eux-mêmes. C'est de ça qu'il est besoin. Personnellement, je vois cela comme, au centre, le développement de batailles thématiques suivies. Bataille thématique, c'est la gestion dans l'entreprise ou dans le service, c'est la propriété des moyens de production. C'est la santé, c'est l'école, c'est la gestion municipale, c'est les médias publics, c'est mille choses. Voilà. Donc, je vois les choses comme un développement de batailles thématiques, mais non pas sous la forme de fronts nationaux, c'est-à-dire à l'ancienne. Fronts dits nationaux qui sont essentiellement des organismes parisiens, qui plus est. Non, moi je vois ça sous la forme d'une pluralité, une riche pluralité d'équipes qui mènent ces initiatives. C'est-à-dire que sur un même thème, il s'agit d'animer dans le pays, enfin d'aider à se développer des dizaines de réseaux, des dizaines d'équipes, si vous voulez, des dizaines d'équipes. Pour moi, une équipe, c'est, mettons, enraciné à l'échelle du territoire de ce qu'on appelle une section, d'une localité ou d'un quartier, d'une grande entreprise, d'un groupe d'immeubles, d'un service, d'un groupe de services, voilà.
avec un enracinement local, voilà. Et des équipes qui mènent toutes, pour ce qui est d'une question thématique, il y a d'autres questions thématiques, sur une même question thématique, une pluralité de réseaux en connexion, qui s'informent mutuellement de ce qu'ils font, de leurs succès et de leurs échecs, qui échangent leurs expériences, toute une communication horizontale qui devient une forme capitale de la vie politique. On échange entre acteurs sociaux qui se battent pour changer, pour approprier. Et on analyse l'échec du copain, on analyse le succès du voisin, avec une centralité qui devient essentiellement horizontale, qui est privée de presque toute verticalité. Centralité qui a besoin de quoi? De mettre en commun, de favoriser l'échange des expériences, de repérer les problèmes qui mûrissent à tel ou tel moment, de les mettre en débat national, en débat collectif, en débat interactif. Voilà. Une centralité horizontale dont le but entièrement est d'aider à ce qui est la chose essentielle, l'intervention de terrain pour l'appropriation communiste. Voilà, pour moi, ce qu'est une véritable politique communiste. Et ça, en fin de compte, c'est Marx. C'est Marx. Je veux dire, le mot d'ordre auquel, je ne sais pas si on réfléchit assez, qui a été celui de la Première Internationale. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et bien, à mon sens, Marx a tout dit de ce qu'il nous faut. Il a tout dit. C'est ça. Pour moi, oui, une vraie refondation communiste vient à l'ordre du jour. Et c'est celle de l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.